L'armée française s'est littéralement couverte de gloire en enchaînant les exploits militaires à de très nombreuses reprises dans son histoire qui contient officiellement le plus grand nombre de victoires militaires, toutes nations confondues. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir la défense héroïque de ces soldats au sein de ce que l'on présente comme notre plus honteuse défaite, qui n'est pourtant clairement pas à mettre sur le dos des soldats français, restés fidèles à une tradition militaire d'excellence en enchaînant les exploits et les actes de bravoure dans des situations parfois impossibles, tant individuelles que collectives. Ceux qui me suivent déjà savent que je regarde hier pour éclairer aujourd'hui. Alors, il y aura de nombreuses reprises dans cette vidéo, des éléments dont je me servirai pour parler d'aujourd'hui, pour parler de choses qui expliquent notre situation. Mais avant d'entrer dans le cœur du propos, c'est-à-dire la mise en lumière de l'incroyable combativité de l'armée française en mai et juin 40, grâce au livre Comme des lions de Dominique Lormier, qui va me servir de fil rouge dans cette vidéo, mais aussi des conséquences en fait incalculables sur le sort général de la Seconde Guerre mondiale qu'ont pu avoir l'héroïque sacrifice de nos soldats, qui ont, à Dunkerque notamment, je vais y revenir, permis à la France de s'asseoir à la table des vainqueurs, et qui ont imposé à l'Allemagne tant de pertes que sa campagne en Russie en fut compromise. C'est bien de ça qu'il s'agit. On va d'abord s'évertuer à prendre la juste mesure, justement, de la guerre absolument colossale que notre pays a dû livrer en mai-juin 40. Bienvenue à tous dans cette vidéo. Malheur à la nation qui ne se souvient plus de l'histoire de ses pères. Son histoire à elle touche à sa fin. C'est sur cette citation que je voudrais que tous on réfléchisse à ce qui va nous être délivré comme information, parce que moi je ne suis que l'intermédiaire de ce que Dominique Lormier est lui-même l'intermédiaire, du courage, de l'héroïsme et de la défense opiniâtre et forcenée des soldats et de l'armée française, que ce soit là sur l'exemple que nous allons voir, mais tout au long de l'histoire de notre pays. Je crois que si l'on oublie cette histoire, si l'on oublie le sacrifice incroyable et émouvant de nos pères et de ceux qui n'ont pas eu le temps d'avoir des enfants, car leur jeune âge leur a imposé le devoir militaire dans des périodes infiniment plus tragiques que la nôtre, au point de vue martial. Je crois que nous sommes condamnés en fait à la nuit. Aussi, cette citation terrible, je vais la laisser tout du long de cette vidéo, elle est de Félix Bogart dans Pensée et Maxime, et je crois qu'elle est une sagesse qu'il nous faut absolument retrouver, car aujourd'hui la France est en voie de disparition, dans un océan de négation de nous-mêmes, d'oubli de notre histoire, d'appauvrissement de sa population, et j'en passe. Donc, en avant. Une guerre d'une intensité extrême, disais-je. 45 jours seulement. Du 10 mai au 25 juin 40, les combats s'arrêtent. C'est une guerre de 45 jours. On est là face à quelque chose d'extrêmement fulgurant. Je parlais la fois précédente de cette série de vidéos qui peut se voir indépendamment de ma série sur la drogue dans la Seconde Guerre mondiale. Je parlais de l'importance qu'a pu avoir la consommation de drogue par la Wehrmacht, ce qui explique notamment la fulgurance d'une telle défaite. Inattendue, j'avais l'occasion de vous citer Churchill, qui disait « mais les Allemands vont faire une pause, ils vont s'arrêter, le rythme est beaucoup trop effréné ». Ah ben non. Ah bon. Voilà. Durant cette guerre de 45 jours seulement, il y a eu 552 900 pertes au total. Alors les pertes, c'est tout ce qui est mort, mais pas seulement, c'est tout ce qui est blessé, disparu, prisonnier. 342 000 pertes françaises, dont 92 000 tués. 50 300 pertes pour les alliés de la France, dont 13 900 tués, c'est le Royaume-Uni, la Belgique, la Hollande, et anecdotiquement le Luxembourg. Bon. 160 000 pertes allemandes, dont 49 000 tués, et 6 000 pertes italiennes. C'est ça, en fait, la guerre de mai-juin 40. 45 jours, 550 000 pertes. Maintenant, je vais vous mettre en regard avec une guerre dont on entend parler quotidiennement, dont on imagine la terreur, la guerre russo-ukrainienne actuelle. Et alors, c'est extrêmement difficile, évidemment, d'avoir des informations précises sur un conflit actuel. Bon, les estimations sont variables. Mais tout de même, je me suis basé sur des données tirées d'une fuite américaine récente, de documents classifiés américains qui donnent une estimation de ce que représenterait vraiment le conflit. Il faut prendre ça avec plus ou moins 100 000 pertes. Mais en gros, je crois qu'on peut donner un ordre de grandeur. On est là pour se faire une idée, pas pour être précis. Hein. Sur 13 mois, de février 2022 à fin mars 2023, les données que je vais vous donner couvrent cette période-là, de 13 mois, soit de 400 jours en fait. Donc on avait 45 jours en France, 550 000 pertes, on a sur 13 mois de cette guerre, autour de 206 000 pertes russes et 43 000 morts, dont 43 000 morts, autour de 128 000 pertes ukrainiennes, dont 17 000 morts. Voilà ce que nous dit ce rapport américain. Bon, pourquoi pas. Au total, environ 350 000 pertes, tout camp confondu, en 400 jours, dont 60 000 morts.
civile comme militaire. Mais, je m'excuse, mais la guerre russo-ukrainienne actuelle, c'est donc 350 000 pertes en 400 jours, soit 882,5 pertes par jour en moyenne, dont 150 morts tous les jours. Alors c'est terrible, hein. La guerre franco-allemande de 1940 et leurs alliés, c'est 550 000 pertes en 45 jours seulement, soit 12 222 pertes par jour en moyenne, dont 3 487 morts. Tous les jours. Donc là, on voit la différence d'intensité. L'intensité, oui, la concentration de cette guerre est 14 fois supérieure pour les pertes à la guerre russo-ukrainienne et 23 fois supérieure pour les morts. Voilà. En même temps, ça me permet de montrer un petit peu l'importance de la guerre qui a lieu en ce moment. Quand on regarde les pertes militaires des différentes guerres qu'a connues la Russie, vous irez voir les guerres de la Russie, la guerre de Crimée, vous irez voir la grande guerre patriotique, c'est le summum de l'apocalypse, au sens le plus affreux. On est loin. On est très 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 loin de guerre qu'a supporté la Russie sans trop vaciller. Bon. Je dis ça, on est à une époque moderne. Les morts aujourd'hui, et tant mieux, sont beaucoup plus impressionnants et heurtent beaucoup plus la sensibilité des populations qu'il y a 50, 100, 200, 300 ans. Enfin, quand même, ça reste des vies humaines à l'époque aussi, c'est pareil. Donc, peut-être que, voilà, il y a quelque chose à réfléchir là-dessus. D'innombrables moqueries envers notre pays, parce que quand même, on va aller voir Comme des lions. Comme des lions est un livre de Dominique Lormier qui s'ouvre sur le rappel assez tragique des moqueries qu'ont subi nos militaires à de nombreuses occasions, au sein notamment des médias anglo-américains. En particulier en 2003, lorsque la France a refusé de suivre, sur la base d'un mensonge d'ailleurs, qui a été reconnu comme tel aux Nations Unies, des Américains qui ont prétendu que l'Irak avait des armes de destruction massive, alors que ce n'était pas vrai. Aujourd'hui, tout le monde le sait. Qu'est-ce qu'un militaire français peut faire en 3 secondes? Se rendre 3 fois. Voilà ce que les médias et politiques américains en avril 2003 répétaient à loisir comme blague parmi d'autres, comme moquerie ignoble. L'historiographie abonde également en clichés au sujet de la prétendue déroute de l'armée française en 1940. Débandade générale, défaite historique, catastrophe sans précédent, sévère déculottée, décomposition de toute l'armée, défaitisme et couardise du soldat français, troupeau de fuyards apeurés, sauf qui peut général, promenade militaire de la Wehrmacht. William Langer souligne que, en moins de 6 semaines, l'une des principales puissances du monde disparut de la scène internationale. Il va en falloir. Henri Amouroux, pourtant mesuré et nuancé sur cette période, parle de peuple du désastre. On le remercie. Et écrit que dès les premiers coups frappés, l'armée française n'est plus qu'un grand corps brisé, tronçonné, qui réagit par soubresaut. Les auteurs anglo-américains se sont spécialisés dans une approche réductionniste dont l'historien Robert Paxton, qui s'interroge sur la funeste panique de l'armée française, Sir Basil Liddell Hart, ironise sur l'effondrement rapide de la première armée du monde et s'attarde longuement sur le sauvetage héroïque de l'armée britannique à Dunkerque, sans évoquer bien sûr qu'il s'agit de nos soldats qui se sont sacrifiés pour que les leurs, eux, fuient, car c'est bien là ce qui s'est produit. Alors si vous voulez, on en reste assez sans voix lorsque je vois un nombre de gens qui pourtant reconnaissent que notre pays a des valeurs, etc., mais se disent après tout, sans les Anglo-Américains on est foutus, sans l'intégration européenne c'est terminé pour nous. Je crois rêver, c'est ne pas avoir conscience du mépris, du profond mépris qu'il règne à de très nombreux niveaux au sein des cultures anglo-américaines vis-à-vis de notre pays, de notre culture. Enfin, c'est une évidence. Et vous allez voir là, la logique profonde qu'il y a derrière ces moqueries. C'est qu'il y a une véritable volonté de cacher et de présenter sous un jour absolument faux notre histoire militaire, parce qu'en fait, elle fait peur, notre histoire militaire, si elle se réveillait. Et ça, c'est des propos, vous allez voir qui c'est qui va les tenir. En attendant, le livre en lui-même, alors je vais vite, beaucoup d'exemples de combats, le livre est construit comme ça, il est très très facile à lire et très agréable. Beaucoup d'exemples de combats avec à chaque fois le contexte, les forces en présence, la durée des combats en question, avec des témoignages de participants, c'est très clair, on est dans le vécu d'individus qui ont été impliqués, que ce soit des soldats, des officiers, etc., des aviateurs, avec très souvent des rapports pris chez les Allemands, avec des comptes rendus et des bilans officiels. Chez l'Allemand, ça a beaucoup de valeur parce que notre ennemi, lui, ne va pas truquer lorsqu'il dit qu'il a eu des pertes énormes et beaucoup de difficultés. Je veux dire, c'est pas nous qui essayons de rattraper
une conduite minable en disant si, après tout, non, là c'est l'ennemi qui dit mais attendez, on a eu une difficulté énorme là. Enfin, les soldats français ils se sont battus comme des lions, car c'est bel et bien un général allemand qui dit ça. Le livre est clair et très agréable à lire. La partie centrale contient des photos, c'est un livre illustré, c'est vraiment très très agréable, je vous le conseille beaucoup. Des exemples de la combativité française. À Hanut, en Belgique, du 12 au 14 mai 1940, le corps de cavalerie mécanisé du général français Priou, fort d'environ 380 chars, affronte sans soutien aérien le 16e Panzerkorps du général Hoppner, totalisant près de 680 chars appuyés par la Luftwaffe. C'est la première bataille de chars de la Seconde Guerre mondiale et donc quasiment de l'humanité. Parce qu'en 14-18, ça reste... Enfin, c'est qu'en 18 à la fin, ça reste des chars, des gros chars qui ne sont pas en train de s'affronter les uns contre les autres, mais qui appuient l'infanterie. Là, les Français se battent à 220 chars contre 680, sans soutien aérien, alors que les Allemands ont des Stuka qui survolent et qui accompagnent leur formation. On est donc à on est à moins d'un contre 3, sans soutien aérien. L'admirable ténacité des Français, qui, malgré les pertes subies, ne cédèrent pas un pouce de terrain, fit que le combat restant indécis et que le général Hoppner continua d'ignorer où se trouvait le gros des forces blindées ennemies, écrit le colonel allemand Neumann. Ce sont les Allemands eux-mêmes qui écrivent ça. Durant 2 jours, l'unité française parvint à contenir les assauts enragés des 2 Panzer-divisions. 164 chars allemands sont détruits pour 105 Français, alors qu'on est à 220 contre 680. On en détruit 164, on en perd 105, alors qu'on est survolé en permanence par des avions, je répète. Malgré sa supériorité numérique en chars, le puissant soutien de l'aviation d'assaut, l'avantage de l'équipement radio dont les chars allemands se servent avec les avions pour se coordonner et nous n'en avons pas. Le Panzerkorps du général Hoppner a été tenu en échec par le corps de cavalerie du général Priou, totalement dépourvu de l'appui de l'armée de l'air. Des 105 chars français perdus, la moitié est à mettre à l'actif des bombardiers en piqué de la Luftwaffe, ce qui veut dire que lors de l'affrontement des chars contre chars, les blindés français, principalement les Saumur, ont démontré leur redoutable efficacité en détruisant la plus grande partie des 164 chars ennemis perdus. Voilà comment s'ouvre la campagne de France. Les Allemands prennent une défaite sévère, dès le début. Et ce n'est pas fini. L'incroyable résistance des Français à Monthermé. Si vous voulez, Monthermé, c'est défendu par la 102e division d'infanterie de forteresse, qui doit tenir un front absolument énorme de 35 à 40 km à elle toute seule, alors qu'elle est normalement prévue pour tenir un front de 5 à 6 km. Cette unité prévue initialement pour être sur la ligne Maginot s'est retrouvée là un petit peu par hasard, on ne sait pas trop ce qu'elle fait là. Et elle reçoit des ordres, elle doit tenir absolument, il n'y a personne derrière pour couvrir en cas de percée allemande, alors qu'elle a un front gigantesque à tenir. Et elle a 3 sous-unités, dont une qui va nous intéresser particulièrement, c'est la 42e demi-brigade, qui tient la totalité de l'isthme de Monthermé, en fait, qui c'est 25 km, et elle compte 3200 hommes. Ces 3200 hommes, ils vont subir le choc frontal de la 6e Panzer-Division allemande, de 14 000 hommes et 218 chars, avec un appui aérien très important. Ces 3200 hommes, c'est des réservistes principalement originaires du Gers, de quelques départements aux alentours, et de 400 tirailleurs malgaches. Ils ont 6 canons anti-chars. Ils ne sont pas du tout prévus pour recevoir l'assaut d'une Panzer-Division. 6 canons anti-chars de faible calibre, 25 mm, ce qui est très très faible. Ils n'ont pratiquement pas d'artillerie, ils sont dans une situation très très pénible. Il faudra pourtant 2 jours à la 6e Panzer-Division pour avoir raison de l'unité française. Les soldats français courbent les épaules. Depuis le début de la matinée du 13, la Luftwaffe et l'artillerie bombardent Monthermé. Et pourtant, ils ne vont pas du tout céder, nos soldats. Les Allemands approchent, écrit Patrick de Gmelin. À 16h, ils sont en contact, mais, malgré leurs efforts, ne parviennent pas à s'infiltrer sur les pentes boisées sous les feux convergents des Français. Dès 6h le 14 mai, l'offensive reprend, soutenue par l'artillerie et la Luftwaffe. Elle se heurte à la résistance et à la contre-attaque des sections françaises, commandées par de remarquables officiers de réserve. Les Français se battent avec un allant qui laisse mes soldats pantois et furieux. Ça, c'est d'après les archives militaires allemandes du général allemand Kempf, qui écrira des rapports disant « C'est impressionnant, les Français, dans cette situation-là, nous attaquent dans des contre-attaques furieuses. C'est hallucinant. » Comment, écrit Kempf, une demi-brigade de mitrailleurs réussit ainsi à bloquer aussi longtemps une Panzer-Division? Les Allemands sont obligés d'engager 4 bataillons dont un de chars pour déloger un seul bataillon français. J'ai rarement rencontré des soldats aussi courageux, écrira le général allemand de corps d'armée Reinhardt. Pourtant, cela n'empêchera pas un historien britannique, John Keegan, d'écrire que la résistance impressionnante qui a eu lieu dans ce secteur n'est pas due aux soldats français, mais à des soldats indochinois, alors que il n'y a pas de soldats indochinois dans le secteur.
Donc que cet historien ait pu faire une erreur, c'est tout à fait possible. Qu'il attaque comme ça la ténacité, la combativité des soldats français, je continue avec ce que je vous disais au départ, c'est que on a un constant mépris de nos soldats et de notre combativité de la part des historiens, de la plupart, pas de tous, mais de la plupart, des historiens et des analystes anglo-américains. Ensuite, un autre exploit, le fait d'armes des Sfaillis à la Horgne. Parce que, si vous voulez, il n'y a pas que les soldats français qui ont fait preuve d'un courage incroyable. Les soldats nord-africains aussi, les soldats sénégalais aussi, des soldats malgaches, je viens de vous le dire. Et les Sfaillis, c'est des cavaliers marocains. Les soldats Sfaillis, le 15 mai 1940 à la Horgne, à 20 km au sud-ouest de Sedan, ils ont accompli un fait d'armes absolument extraordinaire. Le 14 mai au matin, la 3e brigade de Sfaillis à cheval du colonel Marc, composée donc de Sfaillis africains, marocains, très bien, ils sont 2700. Ils reçoivent la mission impossible de s'opposer au 19e Panzerkorps entier. On est là dans un océan de graduation militaire. Ils sont attaqués par des dizaines de milliers d'hommes. Oui, ils sont 2700. Avec la 1re Panzer Division, le général Kirchner, c'est et le 10e Panzerkorps, c'est Guderian. Hein. Guderian, je vous ai raconté. Sous Pervitine et en avant. On fonce, pas question de s'arrêter. C'est ça, Guderian. C'est le plus gros pilier, le bélier allemand, les plus grosses divisions, les plus efficaces, tout ce que vous voulez. Bien que réduite en armement anti-char à 2 canons de 25 mm et un vieux canon de 37 mm, ils ont 3 canons. Ils ont 10 obus par pièce, ils ont 30 obus. La brigade de Sfaillis parvient à détruire 16 chars ennemis et 3 blindés de transport de troupes. Jugeant de l'énorme supériorité de leurs moyens, les Allemands somment vainement les Français de se rendre. Dominique Lormier nous passe l'insulte d'indiquer la réponse des soldats français. Les assauts allemands qui suivent sont également repoussés. Le village subit un sérieux bombardement. Les maisons commencent à brûler. Le poste de secours près de l'église ne peut plus fonctionner. Les blessés ne peuvent plus être évacués. À 15 heures, l'incroyable se produit. Un escadron de Sfaillis conduit par le lieutenant Marc Carty charge à cheval, sabre au clair, sur la route de Sengli. Il est anéanti par le tir conjugué des blindés et des mitrailleuses. Le courage de ces pauvres hommes se finit dans face contre terre. Dans le village et ses alentours, les Sfaillis continuent à se battre à pied, à la grenade, au fusil, à la baïonnette. Les Allemands sont impressionnés. Les soldats contre-attaquent, 1 contre 10, sans munitions quasiment, pour s'emparer des armes des autres au corps à corps et les retourner contre eux. Vers 17 heures, le colonel Burnol, voyant que tout est fini, rassemble quelques officiers et une cinquantaine de Sfaillis étant une sortie, les survivants de ce massacre. Presque tous sont blessés ou tués, dont le colonel. Peu après, le colonel Geoffroy tombe à son tour mortellement touché. Le colonel Marc, grièvement blessé, est capturé. Des centaines de Sfaillis gisent au sol. Presque tous les officiers sont tués ou blessés. Sur le journal de marche de la 1re Panzer Division, le récit de combat de la Horgne figure en ces termes. Dans notre progression sur le canal des Ardennes, nous avons été arrêtés pendant 12 heures par une brigade de Sfaillis. Nous n'avons pu passer qu'après l'avoir anéanti. L'historien allemand Karl-Heinz Frieser écrit que l'effondrement de l'armée française n'a pas à imputer aux soldats mais à leur commandement. Quand on les a engagés à bon escient, en effet, ces hommes ont toujours donné des exemples étonnants de bravoure, comme ce fut le cas le 15 mai à la Horgne. La 3e brigade de Sfaillis préparait à la 1re Panzer Division, qui semblait suivre inexorablement sa route vers l'ouest, une mauvaise surprise. À l'exception de Stone, il s'est agi des combats les plus acharnés de toute la campagne de l'ouest en termes d'intensité, de mort, de pertes. Ce jour-là, le 1er régiment de fusiliers allemands essuya les pertes les plus lourdes de toute la campagne de l'Ouest, face aux soldats nord-africains. Le lieutenant-colonel futur général Balck, commandant le 1er régiment de fusiliers allemands de la Horgne, rendit hommage à son adversaire en des termes étonnants. Pourtant habitués au mépris envers les soldats qui viennent pas d'Europe, les Allemands, ben là, ils n'ont pas été méprisants sur ce coup-là, faut dire ce qui est. Je me suis battu contre tous les ennemis dans les 2 guerres, et toujours au cœur des batailles. Rares sont ceux qui ont combattu de façon aussi remarquable que la 3e brigade de Sfaillis. Son commandant, le colonel Marc, était déjà blessé quand il fut fait prisonnier. Sur les 27 officiers de la brigade, 12 tombèrent, 7 furent blessés, et 610 Sfaillis furent tués ou blessés. La brigade avait cessé d'exister, elle s'était sacrifiée pour la France. J'ai donné l'ordre que l'on traitât particulièrement bien les quelques prisonniers. Bon, écoutez... La 1re Panzer Division perdit ce jour-là 1 millier de soldats, tués ou blessés, ainsi qu'une vingtaine de blindés. Les pertes françaises s'élevèrent à plus de 600 Sfaillis tués ou blessés. Donc voyez l'intensité et l'acharnement dont ont pu faire preuve les soldats français ou là, les soldats nord-africains qui se sont battus et sont morts pour la France, eux aussi. Et je tiens à le dire. L'exemple de Stone, le Verdun de 1940. Stone, c'est une bataille acharnée incroyable. L'historien allemand Karl-Heinz Frieser, encore lui, présente la bataille de Stone comme le Verdun de 40. Il se fonde sur les témoignages des combattants allemands engagés à Stone. Écoutez ça. Ce village d'une douzaine de fermes, au sud de Sedan, qui changea de main 17 fois entre le 15 et le 17 mai 40. On ne s'est pas battu.
Le village, il a été pris et repris 17 fois. Et dont les combats aux alentours allaient se poursuivre durant plusieurs semaines. Le journal de marche du régiment d'élite Grossdeutschland. Vous savez que les Allemands, ils ont un système de numérotation qui, lorsque ce n'est pas un numéro d'unité, mais un nom d'unité, c'est une unité d'élite. Eh bien, écoutez ce qu'il affirme, ce journal de marche de ce régiment d'élite. Il affirme que le nom de Stone est entré avec du sang dans l'histoire de notre régiment. Le général allemand Paul Wagner déclare « Il y a 3 batailles que je n'oublierai jamais. Stone, Stalingrad et Monte Cassino. » Voyez à quoi est comparée la bataille de Stone, dont on n'entend jamais parler ici. Oui, soi-disant, on s'est rendu tout de suite. On peut se rendre 3 fois en 3 secondes. Vous allez voir si on s'est rendu 3 fois en 3 secondes. Le 16 mai, par exemple, un exemple des 17 reprises du village. Le 16 mai, avec le même acharnement, dès le matin, le 3e bataillon du 51e régiment d'infanterie, le 41e bataillon de chars lourds de B1 commandant Malaguti, un des bataillons de la 3e TCR, contre-attaque. Cette opération surprend totalement le régiment Grossdeutschland et la 10e Panzerdivision. Le général Biot raconte dans son livre « Le temps des armes » comment le jeune capitaine qu'il était alors à la tête d'une compagnie du 41e BCC a accompli un des plus étonnants faits d'armes de la campagne de 1940. Le capitaine Pierre Biot, Pierre fin d'impatience en tête de sa compagnie de chars lourds, débouche à 7 heures d'ouest en est dans la rue principale de Stone, où sont imprudemment engagés en file indienne 13 chars du 8e régiment de la 10e Panzerdivision. Combinant les tirs des canons de 47 mm et de 75 mm de son char B1 bis l'heure, Biot foudroie le char de tête et celui de queue de la colonne adverse, puis détruit les 11 autres chars, ainsi que par la suite 2 canons anti-chars de 37 mm. Il y a tout le récit de ce combat que je vous épargne ici. Je vous invite sincèrement à le lire, ce livre. On est dans les combats, vous savez, c'est précieux et c'est poignant d'être avec des hommes comme ça qui ont vécu parfois des choses affreuses, qui vous racontent le courage qu'ils ont dû auquel ils ont dû faire face alors que leurs camarades et leurs amis étaient morts à côté d'eux quelques heures, quelques jours avant, quelques minutes avant. C'est poignant, des pauvres gens qui ont survécu. Vous savez, il y a des gens qui sortent de leur char à moitié brûlés avec leurs camarades qui sont morts dans ces conditions-là et qui ont continué à se battre en trouvant les armes qu'ils pouvaient à côté de leur carcasse de char. C'est ça ce qui se passe en France. Le colonel allemand, le futur général Wagner, commandant du 79e régiment d'infanterie qui a combattu à Stone, écrit dans son carnet de route, écoutez ce qu'ils disent. La défense acharnée de l'infanterie française est à signaler. Cette défense était offensive et s'accompagnait de furibondes contre-attaques avec des chars. Les positions étaient bien camouflées, établies en profondeur et très difficiles à reconnaître. La troupe avait l'expérience des combats en forêt. L'artillerie se signala par son feu rapide et bien réglé. Grâce à d'excellents observateurs, l'artillerie française prenait sous son feu tous nos mouvements de troupes. Si l'on en croit les Allemands eux-mêmes, l'attaque de la 4e division cuirassée de réserve, commandée par le colonel Charles de Gaulle, représenta une réelle menace sur les arrières de certaines unités allemandes, en risquant d'interrompre leur ligne de liaison et de ravitaillement. Là, c'est l'attaque qui suit, commandée par de Gaulle, qui est à côté d'ici, à Moncornet, et qui va attaquer les Allemands, et qui représente l'endroit le plus dangereux que les Allemands ont eu à avoir. Écoutez ça, de Gaulle attaque. Le carrefour de Moncornet représente un passage obligé pour le ravitaillement de plusieurs de nos divisions. Vous savez, c'est Guderian qui foncent en tête, sans réfléchir à rien sous Pervitine, je vous l'ai expliqué. Eh bien, si jamais il ne fait pas attention à ses arrières, il y en a un qui y a pensé à ses arrières. C'est de Gaulle qui attaque à l'endroit le plus névralgique, le plus problématique pour les Allemands au meilleur moment. Et de l'aveu même des Allemands. Le capitaine allemand von Kielsmansegg, on va en reparler. Chef de section logistique de la 1e Panzerdivision, l'affirme. Le carrefour de Moncornet représentait un passage obligé pour le ravitaillement de plusieurs de nos divisions, ainsi qu'une ligne de liaison arrière importante. L'assaut était dirigé exactement sur le point névralgique où était établie une partie de l'état-major du corps blindé de Guderian et les éléments logistiques de la 1e Panzerdivision. Tout a failli rater à cause de ça. L'assaut des blindés sur Moncornet a été, pendant toute la campagne de l'Ouest, la seule contre-attaque française parfaitement appropriée quant au moment, au lieu et à la direction. On ne s'attendait pas à une attaque de nos flancs aussi hardie, dira le général allemand. Et vous savez qui était le capitaine von Kingsman à l'époque? Eh bien, le capitaine von Kingsman à l'époque était responsable de la logistique de la 1e Panzerdivision, en tête du bélier allemand de Guderian. Eh bien, ce capitaine von Kingsman, il a survécu à la guerre, figurez-vous. Il a survécu à la guerre, et puis il a eu une carrière tout à fait fantastique au sein des forces militaires des armées de l'OTAN. Et notre ami Kielsmansegg, il est devenu commandant en chef pour l'Europe centrale à l'OTAN en 1960. Et vous savez qui c'est qu'il a revu à la tête de la France à l'époque? Non moins rien que Charles de Gaulle, qui a alors été président. Voilà l'une des raisons qui explique un peu mieux pourquoi de Gaulle a tenu à nous faire sortir de l'OTAN. C'est parce qu'il y a revu les Allemands d'hier qu'il a combattu sur le terrain. Lui et Kielsmansegg étaient directement au combat, l'un en face de l'autre. Ils savent à quoi s'attendre. Et vous allez voir que c'est pas fini.
cette affaire de Quesman 5, on va en reparler. Parce que la volonté de détruire notre pays, vous savez, si elle a occupé l'armée allemande à l'époque, elle n'a pas occupé l'armée allemande qu'à l'époque, et elle n'a pas occupé que l'armée allemande. Elle est aujourd'hui toujours présente, et elle était bien évidemment présente à l'OTAN, lorsque ce genre d'officiers y ont été promus à des postes extrêmement haut placés. En attendant, ce que je tiens à vous dire sur De Gaulle, c'est que cette attaque, parfois on a dit oui, De Gaulle, etc. De Gaulle, il a fait ce qu'il a pu avec ce qu'il avait. Il avait demandé des moyens infiniment supérieurs à l'état-major français qui lui a confié une unité, vous savez, avec des problèmes pas possibles. Et bien avec tous ces problèmes, il a quand même réussi à faire ce qu'il a pu, De Gaulle, c'est-à-dire quelque chose d'absolument impressionnant pour les moyens dont il a disposé. Écoutez ça, sur les 88 chars français engagés, il en a seulement 28 De Gaulle. 23 sont détruits et le commandant Bescon qui a mené l'assaut a été tué. De Gaulle annonce moins de 200 hommes morts de combat de son côté au sein de sa division qui ne compte en réalité que 25 tués ou blessés. Il a tellement été efficace De Gaulle qu'il y a extrêmement peu de pertes, 25 tués ou blessés. La Wehrmacht en face, elle a perdu une centaine de véhicules divers, camions, motos, blindés, de nombreux canons ou mitrailleuses lourdes et environ 1 millier d'hommes. De Gaulle, il a infligé une telle défaite au pire moment qu'il a infligé des pertes de 1000 hommes en face, il en a eu 25 de son côté. Voilà l'attaque qu'il a menée. L'ennemi a bel et bien été bousculé entre Chypre et Montcornet. Le ravitaillement de la première Panzer-Division a été sérieusement menacé, même si cette attaque au final n'a rien changé à la campagne du Nord, elle a jeté un trouble certain chez l'adversaire, comme le confirment divers auteurs et militaires allemands qui ont paniqué et qui ont bien vu voir là leur bélier complètement coupé par l'arrière. Heureusement, ils ont réussi à pallier à ça, et malheureusement, De Gaulle, n'ayant pas de moyens suffisants, a été obligé de se replier, non sans avoir répondu aux ordres qu'on lui a donnés, et avoir accompli la mission exacte qu'on lui avait confiée, regrettant qu'on ne lui donne pas une supérieure, avec des moyens supérieurs. Voilà ce qui se passe. La résistance à Lille et ses environs. Vous savez, je pourrais vous en citer beaucoup d'autres. On va s'arrêter, j'en ai encore un autre, et puis deux là, avec Lille. C'est très poignant de relire ça. Je l'ai lu peut-être 3 ou 4 fois ce livre. On est toujours heurté de la même manière. Vous savez, c'est le sacrifice de nos ancêtres. C'est pas rien quand même. Enfin, c'est des gens qui étaient jeunes, qui avaient toute la vie devant eux, qui ont donné leur vie pour notre pays. Enfin, moi, ça m'émeut profondément. Encerclés depuis 3 jours, les tirailleurs ne peuvent plus être ravitaillés. Voilà ce qui se passe à Lille. L'ennemi leur demande de cesser le combat. Ils refusent. Les tirs d'une artillerie sans cesse renforcée s'intensifient. Nos pertes sont très lourdes. La 7e compagnie du 24e RTT n'a plus qu'une trentaine d'hommes sur 160 au début. La 6e compagnie a perdu 60% de son effectif, la 5e également. Lorsqu'il ne reste plus un obus ni une cartouche, le général commandant la division donne l'ordre de déposer les armes. Jusqu'à la dernière balle et jusqu'au dernier obus. Les honneurs de la guerre sont accordés au 24e régiment de tirailleurs tunisiens, car ce sont des Tunisiens qui, là aussi, se sont couverts de gloire. Et le 1er juin, la 6e compagnie est désignée pour défiler devant une compagnie ennemie qui lui présente les armes. C'est absolument incroyable ça, parce que dans tout 14-18, les honneurs de la guerre n'avaient été accordés qu'une seule fois aux troupes françaises qui avaient défendu le fort de Vaux à Verdun. Les Allemands avaient été tellement impressionnés qu'ils avaient accordé les honneurs de la guerre. Vous savez, c'est on autorise les soldats ennemis à défiler en armes avec leurs troupes qui les saluent, alors qu'ils sont prisonniers. C'est une chose, c'est rarissime. Enfin, c'est vraiment, il faut que les soldats ennemis soient là. Alors même que ces Allemands ne sont pas réputés pour être de farouches respectant les personnes d'origine en dehors de l'Europe, et même en Europe. Enfin, le régime nazi est un régime raciste qui entretient un racisme forcené. Et bien malgré tout, les troupes allemandes ont été tellement impressionnées à cet endroit-là qu'elles ont tenu à rendre ces honneurs militaires à des troupes tunisiennes. À des troupes tunisiennes, c'est sérieux. Pas que des Tunisiens, des Français aussi avec. Enfin, il y a une partie de Tunisiens. L'honneur accordé par le général von Reichenau est donc de taille. Et pourtant, ce glorieux épisode, comme beaucoup d'autres en 1940, est presque totalement ignoré. Winston Churchill l'affirme lui-même dans ses mémoires de guerre. Ces Français sous le valeureux commandement du général Molinier, avaient durant 4 jours critiques contenu pas moins de 7 divisions allemandes qui autrement auraient pu prendre part aux attaques sur le périmètre de Dunkerque et compromettre totalement l'évacuation des troupes britanniques. C'est peut-être un des sacrifices les plus utiles de l'histoire humaine, car encore une fois, je le répète, si l'armée britannique avait été capturée, le Royaume-Uni aurait été sapé dans sa volonté de continuer la guerre, et les troupes allemandes auraient eu beaucoup moins de pertes et un ennemi de moins pour pouvoir se consacrer sur la Russie et l'auraient peut-être vaincu. Rien de moins que ce sacrifice qui a empêché tout ça, en partie. Ces troupes apportèrent aussi une splendide contribution au salut de leurs camarades plus favorisés et du corps expéditionnaire britannique. Winston Churchill, il le reconnaît aussi. La totalité des troupes françaises défendant l'ensemble du secteur de Dunkerque ne dépasse pas 30 000 hommes, commandés par le général Falgard et l'amiral Abrial. Nous y voilà à Dunkerque, le sacrifice de Dunkerque. L'ensemble des forces terrestres allemandes engagées représente 130 000 hommes. 130 000 hommes, soit une supériorité numérique écrasante. 30 000 contre 130 000. Voilà à ce à quoi nous avons fait face. Au lieu des 45 000 hommes envisagés au début,
On en extrait de la poche 340 000. Personne ne pensait que les Français tiendraient autant de temps et permettraient l'évacuation d'autant d'hommes, dont 220 000 Britanniques, en interdisant l'accès au port durant 9 jours. À la Wehrmacht, les troupes françaises de Dunkerque, comme celles de Lille, ont sauvé le corps expéditionnaire britannique de la capture. Je vous disais l'autre fois, à propos de ma vidéo sur l'attaque de la France par l'armée allemande, allez la voir, sur la consommation de drogue par l'armée allemande lors de la défaite française, que cette phase de la guerre étonne par sa lenteur comparée à la rapidité des autres phases. Et je vous disais qu'on peut l'expliquer parce qu'Hitler a voulu que ce soit l'aviation qui fasse le gros du travail, avait peur de la gloire attachée à l'armée de terre, c'est en partie vrai. Göring insistait là-dessus beaucoup, c'est en partie vrai. Il a peut-être voulu faire un petit geste sportif vis-à-vis de la Grande-Bretagne parce qu'il espérait beaucoup la paix avec le Royaume-Uni. J'aurai largement l'occasion de revenir là-dessus dans des vidéos que je prépare. Et très récemment, François Delplat a sorti un livre sur ce sujet qui confirme totalement tout ce que j'en analyse et qui va bien plus loin que moi, puisqu'il a fait un véritable travail, lui, de spécialiste. Moi, je ne suis que curieux. Donc, je lirai son livre et je vous apporterai des éléments aussi complétant mes travaux émanant de ses travaux à lui. Mais il n'y a pas que ça, en fait. Il y a aussi la résistance, tout simplement, de nos soldats qui se sont sacrifiés. Les Allemands, ils auraient préféré tout vaincre. Hein. Tout ça, c'est que les circonstances. En plus de ça, les Français se défendent énormément. Vous voyez, c'est parce que ça tient, c'est parce que ça défend en face. Les soldats français luttant 1 contre 4 ont résisté avec acharnement. Si l'ennemi a gagné du terrain, il n'a percé nulle part. Alors je pourrais vous raconter les échanges ahurissants. En plus de ça, sur les troupes françaises qui reçoivent l'ordre de défendre l'évacuation des troupes britanniques, qui en plus de ça échangent avec le commandant Alexander. Vous savez, le général Alexander qui commande les troupes britanniques expéditionnaires et qui arrive, et qui avait reçu l'ordre, comme les troupes françaises, de défendre à tout prix, enfin voilà. Et puis qui finalement reçoit un ordre lui disant « Vous évacuez, vous défendez rien du tout, vous laissez les Français couvrir la retraite, terminé. » Il en est gêné. Et du coup, il y a une réunion d'état-major, les Français sont là alors, vos hommes, pourquoi ne sont-ils pas sur le front? On attend votre aide, on espère, on se bat 1 contre 4, 1 contre 5, c'est terrible. Le général Alexander, il dit « Écoutez, j'ai reçu des ordres, je dois évacuer. » Les Français se regardent comment? Mais vous ne nous aidez pas à vous défendre, mais nous, on est là, on défend, enfin peu importe. Général Alexander, je répète, j'ai reçu l'ordre d'évacuer, mais enfin, vous deviez nous aider. Le haut commandement a donné des ordres aussi, j'ai reçu d'autres ordres. Vous voyez, il répond par monophrase, il est gêné, militaire, il est obligé d'obéir. Les Anglais, ils ont trahi leur parole de défendre la France à ce moment-là. Ils ont dit, tant pis, laissez les Français se sacrifier, on remballe, vite, vite. Les Français comptaient sur les Anglais pour les aider, hein. Et les officiers français leur ont répondu, mais nous, en fait, nous défendons, peu importe qui rembarque. Le but, c'est qu'un maximum de troupes rembarquent, françaises ou britanniques, et que peu importe qui les défend, qu'un maximum puisse les défendre pour qu'un maximum puisse rembarquer. Alexander leur répète, j'ai reçu des ordres. Et le général français leur dira, eh bien, avec ou sans votre aide, sachez que nous défendrons toute personne qui réembarquera française ou britannique. On expliquera qui a le moins manqué ou le plus manqué d'honneur. Si les troupes terrestres anglaises n'ont guère coopéré à la défense de la poche, c'est l'héroïque résistance des soldats français à Lille et à Dunkerque qui ont rendu ces évacuations possibles. Cette première phase de la campagne de 40, en 26 jours, 1100 chars allemands ont été détruits ou sérieusement endommagés sur les 3000 engagés. Un tiers de leur effectif de chars. Ils en auraient bien eu envie. En Russie, vous savez que les mémoires de Guderian, dont je prépare aussi un compte-rendu de lecture, Guderian nous explique que les Panzer-Divisions au temps de la France, c'était le rêve, parce qu'elles avaient un effectif tout à fait efficace. Et puis qu'une fois qu'on a disposé, qu'on lui a donné les plans, le commandement de ses troupes en Russie, il s'est aperçu qu'on avait diminué de moitié l'effectif des Panzer-Divisions. Alors, il s'est pris au commandement, mais que se passe-t-il? On m'explique qu'on a 2 fois plus de Panzer-Divisions, mais je découvre qu'elles ont moitié moins d'effectifs. Ah oui, mais c'est qu'il y a eu des pertes, hein. Donc, on a fait ce qu'on a pu, on a augmenté un peu le nombre d'unités, on a surtout diminué l'effectif au sein des unités. Faudra faire avec. Les pertes importantes de la Wehrmacht en blindés ont joué un rôle décisif dans la décision du chef du Troisième Reich de ne pas faire intervenir ses Panzer-Divisions à Dunkerque. Stop aux pertes. Et là, je vous ai préparé un propos que nous donne Dominique Lormier, d'Adolf Hitler lui-même, à propos de l'armée française. Écoutez ce qu'il nous dit. C'est là que faire de l'histoire, vous savez, pour expliquer le présent, et pour comprendre les dynamiques qui se sont passées entre 40 et aujourd'hui à propos de notre pays, écoutez, c'est Hitler qui parle. Et c'est dans une lettre adressée à Mussolini. Des unités très mauvaises côtoient des unités excellentes. Là, il parle de l'armée française, Hitler. La différence de qualité entre divisions d'actives et de réserve est extraordinaire. Beaucoup de divisions d'actives se sont battues désespérément. Les unités de réserve en général supportent beaucoup moins bien le choc qu'exerce la bataille sur le moral des troupes. Ajoutons que, même dans les unités tenues pour médiocres, et dont certains éléments se sont effondrés, tout officier, doué d'autorité, payant d'exemple et résolu à s'accrocher au terrain, a été suivi par ces hommes
jusqu'à ce que toute résistance paraisse impossible. La crainte de l'armée française va continuer à hanter Hitler. Ainsi, lorsque, durant l'été 42, le jeune journaliste allemand Lutz Koch, de retour à Berlin, raconte en détail les très durs combats de Bir Hakeim, livrés par Rommel contre le général français Koenig et les troupes françaises libres en Afrique du Nord. Ça, c'est une bataille, vous irez voir la bataille de Bir Hakeim, c'est un des plus hauts faits d'armes de l'histoire française de tous les temps. On a tenu pendant un nombre de jours incroyable, à 1 contre 10, en retenant tout l'assaut de Rommel avec ses meilleures unités, et ensuite on a brisé un encerclement dont on s'était laissé nous-mêmes enfermer pour bloquer toute l'armée, avec un nombre de pertes ridiculement bas. Voilà ce que l'armée française a fait, dans le désert, avec une chaleur écrasante, avec un effectif matériel minable, puisqu'on n'est pas ravitaillé, d'où on n'a plus de nations qui nous envoient du supplétif du matériel, donc on a ce que les Américains veulent bien nous prêter, avec ce qu'on a pu se débrouiller pour obtenir. Vous entendez, messieurs, c'est Hitler qui parle. Ce que raconte Koch, c'est bien une nouvelle preuve de la thèse que j'ai toujours soutenue, à savoir que les Français sont après nous, on ne va pas dire le contraire. Les meilleurs soldats d'Europe. La France sera toujours en situation, même avec son taux de natalité actuel, de mettre sur pied une centaine de divisions. Il nous faudra absolument, après cette guerre, écoutez bien, nouer une coalition capable de contenir militairement un pays, capable d'accomplir des prouesses sur le plan militaire qui étonnent le monde, comme à Bir Hakeim. Est-ce que vous ne croyez pas que cette idée de contenir la France, qui est capable de prouesses sur le terrain, elle n'a pas été mûrie par d'autres gens que les Allemands et que par Hitler? Le général Kedmansegh, il s'en est rendu compte lui aussi, qui commandait les troupes en face de Gaulle en 40. Et il est à l'OTAN en 1960. Que fait la France dans une alliance pareille? Le général Kesselring, commandant l'armée allemande sur le front italien en 1943-1944, affirme que les troupes alliées lui ont inspiré le plus de crainte pour la solidité de son front furent les unités franco-marocaines du général Juin, pourtant les moins nombreuses et les moins bien équipées. En apprenant le succès du débarquement de l'armée française du général Delattre de Tassigny en Provence le 15 août 1944, Hitler dira, écoutez ce qu'il va dire, il le dit pas après Stalingrad ça, il le dit pas après le débarquement de Normandie de 1944 dont tout le monde nous rabat les oreilles, il le dit après le débarquement français de Provence du 15 août 1944 où c'est les forces françaises qui débarquent. Ce fut le jour le plus noir de ma vie, écrit Adolf Hitler, ce jour-là. Alors, c'est à Dunkerque que la France a clairement acquis le droit de s'asseoir à la table des vainqueurs en 1945. L'importance immense du sauvetage de l'armée du Royaume-Uni et de pertes allemandes pour la Russie, je vous l'ai dit. Pour finir, l'invasion de la France, d'innombrables exemples de lutte acharnée en situation déséquilibrée, je ne vais pas continuer, là, je peux continuer des heures, c'est déjà beaucoup trop long. Voilà ce qu'on trouve dans le livre. Moi, je vous dis ce qu'il y a ensuite. C'est longuement détaillé, il y a plein d'histoires, vous savez, très très émouvantes, de groupes d'hommes parfois. Après la phrase malheureuse avec Pétain à la radio dit c'est le cœur serré que je vous demande à tous de cesser le combat. Il y a des gens qui se disent bon c'est l'armistice, on arrête de se battre. Mais il y en a qui ont refusé ça. Parfois ils sont quelques dizaines, quelques petits groupes épars, qui ont presque plus de munitions, rien du tout. Parfois un homme tout seul, il se dit mais moi je m'en fiche, moi je vais pas arrêter de combattre, moi je suis seul, je suis là, j'attends les Allemands, je me bâche qu'à la dernière cartouche. Un exemple de cette résistance acharnée en apparence inutile, comme le sacrifice des cadets de Saumur. Alors, je pourrais vous en lire tellement, je ne vais pas te dire ce que j'avais prévu parce que ça va prendre trop de temps. L'ensemble des 3 divisions allemandes qui attaquent les cadets de Saumur, je vous donne l'effectif, c'est incroyable ce qui s'est passé. C'est 2 ou 3 jours après la phrase de Pétain. Tout le monde le sait, hein, la France se rend, c'est fini. Et bien les cadets de l'école de cavalerie de Saumur, ils se disent il est hors de question qu'on se rende. On va se battre jusqu'au dernier. Écoutez ça. L'ensemble des 3 divisions allemandes représente 40 000 hommes, appuyés par 150 blindés, 300 pièces d'artillerie, sans compter l'aviation. Les troupes françaises, dépourvues de toute couverture aérienne, se limitent à 2200 soldats. En fait, c'est une partie, je vous passe les détails, en gros c'est entre un tiers et la moitié des cadets de Saumur, et le reste c'est des troupes françaises éparses qui se sont repliées, qui ont trouvé là des jeunes motivés, et qui se sont dit, nous on est motivés avec vous. Ils ont ramené l'équipement qui leur restait, qui sont réussi à traîner jusque là. Ils ont 5 canons, dont 2 si vétustes qu'on a décidé à les utiliser pour les parades du 14 juillet. Ils ont ça, les cadets de Saumur. Ils ont rien du tout, le vieux matériel de l'école de guerre militaire. Ils ont 15 mortiers que des Français ont réussi à ramener en déroute. Donc ils sont 2200 et 40 000 Allemands vont les attaquer. Et voilà ce que leur a dit le colonel Michon qui commande ces hommes. En ces heures dramatiques, nous devons, à l'honneur de la cavalerie, de défendre les postes de Saumur, même si cela ne doit servir à rien. Même si cela ne doit servir à rien.
Alors ces hommes, ils vont montrer une résistance farouche jusqu'aux petits groupes d'hommes, jusqu'aux hommes isolés. Les Allemands n'en croiront pas, ils vont contre-attaquer ces hommes à des groupes de 3, 4, 5, 10, parfois en franchissant des rivières, avec très peu de matériel, capturant ce qu'ils pouvaient chez les Allemands pour continuer à attaquer les colonnes, dans des raids comme ça, derrière les lignes. Les Allemands, vous savez, ils ont été épouvantés, ils ont eu des pertes immenses, ils ont pas cru ce qui s'est passé là, à cet endroit-là. Je vous inviterai à le lire, il y a des récits de combats très poignants, jusqu'au dernier, des pauvres qui perdent tous leurs camarades et qui sont là, mais tant pis, je continue aussi. Alors que tous ces hommes savaient que c'était fini, que Pétain avait demandé l'arrêt des combats, et qu'il n'y avait plus d'espoir. Ça en dit long sur notre attitude et le regard qu'on peut avoir sur la France d'aujourd'hui. Le livre revient sur les crimes de guerre allemands avec l'exemple de Rommel. Alors l'exemple de Rommel, vous savez, qui a massacré, écrasé vivant des Sénégalais, bon, c'est abject. Des crimes de guerre, Rommel s'en défendra, il essaiera d'écrire la guerre sans haine. Bon, on pense que c'est absolument vrai qu'il est massacré, puis bon, les Allemands, il y a des racistes et des fous furieux, hein, c'est pas moi qui vais vous l'apprendre et c'est une évidence. Donc le livre revient en partie là-dessus. Vous savez que je fais l'étude de la consommation de drogue dans l'armée allemande au sein de la Seconde Guerre mondiale. Je vous ai dit que le livre de Dominique Lormier comportait des photos. Et il y a une photo tout à fait particulière de Rommel, très peu connue. J'ai cherché longuement sur Internet, je ne l'ai jamais retrouvé sur Internet. Alors à force de l'avoir lu, là j'ai les pages dedans qui se découpent de photos. Alors je vais vous la montrer, j'espère qu'on va la voir clairement. Je n'ai pas le rendu. Voilà. Je vous laisse découvrir Rommel avec un regard particulièrement... je vous laisserai trouver l'adjectif. Enfin, je veux dire, c'est absolument évident que là, il est sous pervitine à fond. Quoi. Enfin, j'ai jamais vu la tête de quelqu'un comme ça. On a quelqu'un qui a les yeux grands ouverts, complètement halluciné. Apparemment, il consommait de la pervitine quotidiennement. On a les rapports de rang qu'il approvisionne personnellement. Donc là, on a la tête sous drogue. Donc le mec s'arrête jamais. Il est en permanence à la tête de ses troupes. Il manque d'être tué plusieurs fois, hein, parce qu'il est dans cet état-là, il fait n'importe quoi. Le livre raconte l'intervention catastrophique des Italiens qui, voyant notre effondrement, se disent on va les attaquer. Bon, c'est un désastre, les pauvres Italiens, ils nous ont attaqués. Ils ont perdu 6000 hommes, nous on en a perdu 250. Toutes leurs attaques se sont soldées par des échecs. Ils n'ont pas pris un centimètre carré, quoi. C'est dramatique. Et ensuite, il y a de longs passages sur l'aviation, sur la responsabilité du haut commandement. J'aurai l'occasion encore une fois de revenir sur Gamelin, puisque je prépare les comptes rendus de mort de Gamelin. C'est pas tout de suite, parce que je croule sous la masse de travail. J'ai très peu de temps, hein, je travaille beaucoup à côté. Mais bon, je trouverai bien les moyens, le temps, je l'espère, de vous faire les mémoires de Gamelin en cette année. Et donc je reviendrai peut-être, je vous citerai quelques extraits des points de vue de Dominique Lormier sur la situation du haut commandement français de la défaite. Je voulais vous lire la conclusion, page 326 quand même. La défaite militaire de la France en 1940 condamne avant tout les hommes politiques et les généraux qui n'ont su ni prévoir ni ordonner. Avant qu'un ordre important soit seulement parvenu à la troupe, il était en général dépassé, constate l'historien allemand Karl-Heinz Fraser au sujet de l'armée française. Dans cette campagne, en fait, les Français n'ont jamais réussi à prendre l'initiative. Ils ont eu du mal à mener des actions à un quelconque moment, et en général leurs réactions sont arrivées trop tard. Quand je vous dis que la vitesse a été la clé, et quand je vous dis que pour ne pas dormir et continuer à être vite, la pervitine c'est une évidence que ça a joué un rôle colossal. Enfin, demandez-vous quels auraient été les résultats si dans cette campagne avec un élément aussi important, tout le monde est obligé de dormir tous les jours, 8 heures. Enfin, des soldats qui font la guerre, écrasés de fatigue. Et il ajoute, l'effondrement de l'armée française n'est pas à imputer aux soldats, mais à leur commandement. Quand on les a engagés à bon escient, en effet, ces hommes ont toujours donné des exemples étonnants de bravoure. Donc voilà, c'est les Allemands eux-mêmes qui le disent. Alors, conclusion rapide, qu'en est-il de tous ces sacrifices aujourd'hui? Même si cela ne doit servir à rien. Le commandant des cadets de Saumur, 3 jours après, la certitude que tout est foutu. Tout le monde est ok, on se sacrifie jusqu'au dernier, même si tout est foutu. C'est un esprit qui a impressionné des générations et des générations, qui ont fait des succès militaires étonnants à travers notre histoire, qui a fait que notre nation a pu survivre autant de temps. La mort des nations, ça existe en fait. Les peuples qui abandonnent et qui ne croient plus en leur pays, qui n'aiment plus leur cadre naturel de nation et qui disparaissent, ça arrive dans l'histoire. En apparence inutile, n'était-il pas là pour nous donner courage et confiance à nous et pour nous montrer l'exemple, nous qui connaissons une destruction beaucoup plus insidieuse qu'alors. Ah, on n'est pas attaqué par des chars et mitraillés dans les rues, non.
Le souhait d'Hitler de nous voir englués dans une coalition empêchant notre combativité de s'exprimer sur le champ de bataille, et nos exploits de revenir, ne s'est-il finalement pas réalisé? L'ennemi direct de Gaulle à 1940, le capitaine allemand von Kelmannsegg, qui devient commandant en chef de l'OTAN en 1960. Que fait la France dans une coalition sous commandement anglo-américain, comportant des gens qui nous ont combattus directement sur le terrain du côté nazi? Et c'est pas le seul. Walter Hallstein, un juriste nazi et collaborateur d'Hitler, qui est devenu premier président de l'Union européenne, la face civile de l'OTAN qui est la face militaire. C'est écrit dans les traités. L'appartenance à l'OTAN est consubstantielle de l'appartenance à l'Union européenne. Que fait la France dans une alliance sous commandement étranger contenant des gens qui étaient nazis, qui se sont battus contre nous sur le terrain et ont tué nos hommes? Aujourd'hui comme hier, nos élites s'évertuent à servir les autres. J'ai eu l'occasion de le dire et je continuerai à le dire. Je vais vous donner une lecture d'ailleurs de notre livre que j'ai déjà cité. Qui est Hitler d'Ivan Maïski, qui était ambassadeur du RSS au Royaume-Uni en avril 1939, et il nous dit, page 121, écoutez ce qu'il nous dit. Le malheur, c'est qu'actuellement la France, alors il parle en avril 1939, avant la défaite, vous allez voir comme c'est actuel, voilà la cause de la conséquence, juste avant une défaite aussi affreuse. Le malheur, nous dit Ivan Maïski, c'est qu'actuellement la France n'a pas de politique étrangère indépendante. Tout est subordonné à Londres. La France, actuellement, est une grande puissance de second ordre qu'on considère comme une grande puissance plutôt par tradition. Fait étrange, nous dit Ivan Maïski, les Français semblent résignés à cet état de choses. Ils marchent dans le sillage de l'Angleterre. Dans le bloc anglo-français, ils se classent au second rang et ne se révoltent pas pour autant. Mais bon, au bout d'un moment, si tu te comportes comme un ver de terre, ne t'étonne pas que l'on t'écrase. Propos résumant la diplomatie française d'avant-guerre dans le documentaire Le Pacte Ribbentrop-Molotov à la 21e minute, il est disponible ce documentaire, allez le voir, c'est passionnant. La diplomatie française n'a donc plus qu'une seule préoccupation, tout faire pour plaire aux Anglais. Quand on cherche à tout faire pour plaire aux autres, on finit par mourir. Alors, la France détruite de l'intérieur. Les propos de Gaulle revenant au pouvoir en 1958 sont clairs et préfigurent notre drame actuel. Je vous l'ai dit et je vous le redirai, dans ces mémoires d'espoir, faute du ressort grâce auquel nous nous tenions debout, c'est à satisfaire les autres qu'en somme s'employait le régime. Bien entendu, il trouvait pour couvrir cet effacement les idéologies voulues. L'une, au nom de l'unité de l'Europe, liquidant les avantages que nous avait valu la victoire, l'autre, sous prétexte de solidarité atlantique, soumettant la France à l'hégémonie des anglo-saxons. C'est la même chose. On se livre aux anglo-américains, on fait l'Europe, et en attendant, on est dilué dans une alliance qui nous détruit à petit feu, dans une Europe qui liquide nos avantages sociaux et les avantages acquis de la victoire, et qui appauvrit petit à petit notre population. De Gaulle s'y étend beaucoup plus longuement que ces quelques phrases que je vous extrais parce que je n'ai pas 4 heures, et vous non plus. Une guerre d'une autre nature. Les Anglo-Américains ont-ils compris la même chose qu'Hitler, en engluant la France dans des structures qui la détruisent à petit feu, eux et autant, en achetant toutes ces élites, voir ma vidéo sur les travaux de Vincent Nouzil, où c'est clair et déclassifié, les Américains achètent tous les gens ici pour les servir directement. De Gaulle, lui aussi, dans ses mémoires, tout était sous commandement anglo-américain, j'ai dû leur demander pour pouvoir revenir au pouvoir en 1958. En annihilant progressivement au sein de sa population l'amour de soi, et dans l'ignorance, et maintenu dans l'ignorance de notre histoire, ne sommes-nous pas finalement détruits, loin des champs de bataille où nous sommes tant redoutés? Est-ce que c'est pas ça qui se passe aujourd'hui? Le meilleur savoir-faire n'est pas de gagner 100 victoires dans 100 batailles, ça c'est fait pour la France, mais plutôt de vaincre l'ennemi sans combattre. Voilà les sagesses plurimillénaires chinoises de l'art de la guerre. Voilà ce qui nous arrive avec une autre sagesse plurimillénaire de l'art de la guerre chinois, le stratagème des chaînes qui nous englue dans des structures absurdes, qui nous autobloquent afin de pouvoir nous détruire à petit feu. Allez lire les stratagèmes de guerre chinois, allez lire l'art de la guerre. Pour la prochaine fois, une vidéo que je prépare sur un voyage autour de la Terre à la découverte d'un point commun qui lie les comportements des nations avec différentes tensions et guerres qui ont pu avoir dans l'histoire et les tensions actuelles en Ukraine et autour de Taïwan. C'est une idée que j'ai eue de vous présenter finalement la chose comme ça et vous me direz ce que vous en pensez, je teste encore autre chose. En tout cas, la vidéo est pratiquement prête et la semaine qui suit, je pense que je vais continuer
l'analyse de la drogue au sein de la Seconde Guerre mondiale, avec cette fois la bataille d'Angleterre et l'introduction de la drogue au sein de l'armée de l'air et des Anglo-Américains. Merci à tous de m'avoir écouté jusqu'ici. Salut à tous, à la semaine prochaine.